Bienvenue dans Conversarting, une plateforme dédiée à la création contemporaine que j'ai lancée avec la volonté de proposer un espace d'expression pour les artistes, documenter leurs pratiques. Je suis Maya Joy, j'interviewe des artistes peintres, plasticiens, auteurs, designers, réalisateurs, photographes. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Loïc Foundou. Merci beaucoup d'être là. Ravi d'avoir reçu ton invitation. Ça me fait plaisir d'être là et bonjour à toi. Merci beaucoup. Pour te présenter, Loïc, tu es artiste plasticien pluridisciplinaire, diplômé des Beaux-Arts de Cergy. Ta pratique artistique se compose principalement de peinture acrylique sur toile et de collage, ainsi qu'un travail de photographie, de vidéo et d'écriture, où tu développes une réflexion sur la représentation de la masculinité noire, notamment en référence au sport et à l'expression des émotions. Ton travail évoque aussi la question de ton identité, étant d'origine congolaise et ayant grandi en banlieue parisienne. D'origine et de nationalité. Et de nationalité. C'est important parce que avec Charles Pasqua, il m'a rappelé que j'étais pas français d'abord. Il m'a bien fait comprendre que, en fait, c'est à l'âge de 13 ans que je me suis rendu compte que j'avais d'abord la nationalité, pas du Congo-Kinshasa, mais du Congo-Brazzaville, puisqu'on peut pas avoir les deux nationalités. Comme mes deux parents n'étant pas français, même si je suis né en France, et le droit du sol, malgré ce qu'on dit aujourd'hui, n'existe toujours pas, il n'a jamais existé de manière automatique depuis la loi Pasqua. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas seulement congolais d'origine, j'ai aussi la nationalité du Congo-Brazzaville avant la nationalité française. C'est pour ça que souvent je dis et de nationalité parce que c'est important. Eh ben merci de le spécifier, et de nationalité. Et tu as aussi grandi en banlieue parisienne. En parallèle, tu évolues aussi dans le secteur de la musique, en étant hype man pour d'autres artistes et interprètes. Et tu développes toi-même en ce moment un projet musical dont on aura l'occasion de parler. Ouais, exactement. Ma première question, comment ça va aujourd'hui? Ça va franchement, je dirais life is lifing. Life is lifing. Ouais, moi j'ai toujours cette phrase pour décrire la vie. En référence au basket, je me dis May my life always be a game 7. Je vis ça comme un dernier match de série de playoffs. Pour ceux qui ont la référence, c'est un match coup près où à tout moment ça peut s'arrêter là, mais ça peut continuer. Ça veut dire que j'ai une mentalité où vraiment, j'espère qu'un jour, ça se trouve un jour je serai plus dans ça, mais je vis chaque jour un peu comme un combat. On est en bonne santé. Et on avance et on est là où personne n'aurait cru où on aurait pu être. Et déjà, sur ce point de vue-là, ça permet d'avoir une certaine... de relativiser. Souvent, je fais un truc que j'ai appris à l'église, des relectures. Parfois, je me pose, je pense à ma vie, d'où je viens, où je vais, où je suis. Et ça, déjà, ça m'encourage. C'est pas pour autant que ça peut ne pas aller bien. Mais aujourd'hui, on est sur un bon 7 sur 10. Donc ça va bien. Ouais, ça va, c'est bien. Quand je te pose cette question et que tu me réponds que ça va plutôt bien, même si tu as conscience que la vie suit son cours, ça me rappelle un de tes premiers projets vidéo, César Grappling, où il était justement question, c'était au début de ta pratique artistique, où tu développais une série de vidéos que tu avais réalisées dans ta banlieue et tu documentais, vu de l'intérieur, toutes les problématiques internes que tu traverses comme un journal intime. Et dans cette vidéo, précisément, en fait, ce qu'on voit, c'est un corps à corps très rapproché de deux personnes dans ton quartier, et toi en voix off, qui est dans une réflexion, et la réflexion part de la linguistique de la banlieue avec ce « wesh bien ou bien », qui laisse en fait peu de place à la négative. Quel regard tu portes sur la banlieue, et est-ce que ça a évolué depuis ton début de la pratique artistique qui passait par la vidéo? Déjà, la pratique artistique de la vidéo, elle m'est arrivée de manière assez naturelle au début, parce que c'est quelque chose de super accessible pour moi, qui a d'abord commencé par la photo. Naturellement, en fait, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, je me suis dit, s'il y a bien un médium que je peux faire et vers lequel je vais tendre, ça va être la vidéo. Mon rapport par rapport à la banlieue, déjà, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, tu vois, je rentre dans ma 27e année de vie et genre, I'm feeling like a whole head. De plus en plus, je me sens vieux parce que je me rends compte que les jeunes, ils ont peut-être pas les mêmes réalités que moi, mais j'ai toujours un rapport où je me dis, j'ai un pote, artiste, Ibrahim Meïté, qui un jour m'a réveillé sur un truc. Il a dit, tu vois l'attaque des Titans, tu vois entre les murs, c'est la banlieue. Et c'est vraiment ça, genre, c'est vraiment Shingan Shina, et tu sais pas que derrière, en fait, il y a un autre monde et il y a des gens qui font d'autres choses. Quand tu viens de banlieue, t'es baigné dans plein de cultures, dans plein de choses autour de toi. Mais le plus important, c'est que je pense à un moment donné, il faut pas s'enfermer. Il faut en sortir. Après, tu te rends compte que ça a été a gift with a curse. Genre un piège, mais avec plutôt un don, mais avec un piège dedans.
Et derrière tout ça, quand même, tu peux apprendre. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Mais j'aspire à être plus. Et je pense que tous les jeunes de quartier, c'est ça qu'ils devraient voir, c'est que même si vous venez de quartier, genre, faut pas se laisser enfermer par votre cité, votre banlieue, votre département. Bien sûr que c'est quelque chose qui vous aide, qui vous pousse, mais vous êtes plus que ça. Et ça, c'est super important de se rappeler ça. Et même quand tu vas dans les études supérieures, c'est ça qui m'a permis de sortir aussi de ma cité et de rencontrer d'autres gens. Tu vois des gens avec des trajectoires de vie totalement différentes. Et même après, quand tu vois, même dans la vie de manière générale, quand tu vas rencontrer des gens, avoir des partenaires de vie, de manière romantique, qui viennent pas de même milieu socio-culturel que toi, c'est autant positif que ça peut être un choc aussi parce que t'es en mode c'est pas la même chose. Genre, je pense que en ayant grandi dans ça, ça me donne encore plus envie de découvrir le monde. T'as dit que ce qui t'avait permis de sortir de la banlieue, c'était les études supérieures. Ouais. T'as fait tes études aux Beaux-Arts. Mais je suis resté en banlieue. Et t'es resté en banlieue, c'est ça. C'est que c'était les Beaux-Arts de Cergy. Ouais. Et en même temps, c'était une évasion qui restait dans la banlieue, mais il y avait l'évasion artistique. Et dans ton travail, précisément, il est toujours question de sortir de sa condition. Ouais. Il y a vraiment l'idée de l'éclairage, symbolisé par le clair-obscur, mais qui parsème toute ton œuvre sur l'idée soit d'une ascension, ou en tout cas vraiment de sortir d'une condition. Est-ce que tu peux me parler de ce traitement de questionnement intrinsèque que tu avais, que tu as su recenser sur la toile? Quand je pense à tout ça, ça vient d'une seule personne, c'est un de mon père. En fait, mon père, il m'a élevé seul. Mon père, il m'a toujours mis ce truc-là de... On est là où on est. Sans même le dire, mais on va aller loin, on va pousser. Mon père, il est arrivé en France en 82. Et en fait, quand il est arrivé en 1982, lui, il est arrivé pour les études. Mais il y avait quelque chose que lui, il avait vu et compris. Donc, vous imaginez 82, comment il est arrivé, sous beaucoup de problématiques, même la condition de l'homme noir, c'était compliqué. Mon père, s'est toujours dit que, en fait, moi, mes enfants, ils vont faire des choses, tu vois. Mon père, il m'a toujours transmis le truc de, faut que vous fassiez des choses, mais surtout, ayez confiance en vous. Et c'est un des rares trucs que, ça commence par mon père, mais les peu de fois où j'allais chez la famille de ma mère, mes oncles, mes tantes, tout le monde se transmettait ça, en fait. Et un tronc commun parmi tous ces gens-là, c'est que je pense que dans ma racine, même en tant qu'individu, le panafricanisme, c'est quelque chose d'introduit et d'ancré en moi. Et d'autant plus avec mon père qui, lui, a vécu sous le Congo-Brazzaville communiste. Je pense que c'est une des rares personnes dans le monde qui, quand il te parle du communisme, il l'a vécu et il n'a pas de mauvaises choses et il va juste te dire le communisme n'est pas le problème c'est les êtres humains. Moi, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, je voulais parler de gens qui me ressemblent parce que je trouvais que ça me saoulait que ce soit d'autres personnes qui parlent de gens qui me ressemblent ou de moi. Et je me souviens, il y a eu un truc qui m'a marqué, c'était la tuerie de Buffalo. C'est le mec qui avait fait un live Twitch où il était rentré dans un supermarché où il avait tué que des personnes de la quarantaine, cinquantaine et que des noirs. Et en fait, les images, elles étaient diffusées en mode comme ça, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, à toute patate. J'avais parlé avec une amie artiste, Dana Karakavini, et je lui avais dit, toi, t'as regardé la vidéo? Et elle m'a dit, non, j'ai pas regardé la vidéo parce que ça me saoule de voir le corps noir seulement exploiter son image. Ça l'a saoulé de voir le corps noir quand il est mis sur l'écran. Il est soit en souffrance, soit en exploitation, soit en performance. Et ça avait résonné beaucoup, quelque chose de fort en moi. Alors, toute ma vie, quand j'ai vu des corps noirs, c'est soit des sportifs, soit des rappeurs. Le choc de voir Harry Roselmack quand j'étais petit, j'étais en mode purée. Et c'est trop drôle parce que hier encore, j'ai un oncle qui lui était là dans les années 80 en France. Il m'a dit, mais ça change. Il a dit, ça fait 30 ans que je suis pas venu en France. Il a dit, mais là, j'allume la télé. Il y a des noirs à la télé, tout ça. Il était choqué. Et je suis en mode, ah ouais, donc, tu vois, c'est toujours ça qui ressort. Et moi, c'est ça, principalement mon but. Et c'est d'inspirer aussi. Moi, je me dis toujours que, de manière, on laisse des choses dans l'univers. Les gens vont tomber dessus. T'as dit quand même que t'avais été interpellé par la représentation des personnes noires dans l'espace médiatique. Ouais. Pourtant, toi, dans tes toiles, tu fais le choix de représenter des icônes de ton enfance qui sont des icônes sportives américaines. Pourquoi? En fait, faut comprendre une chose. Nous, les Noirs, on suit beaucoup de cultes, beaucoup de récits. On est des gens qui sont ancrés à ça. Moi, je viens du Congo, je suis originaire du Congo. Ça veut dire que du côté de ma famille, de ma mère, c'est des gens
super pieux, super religieux, qui sont chrétiens, il y en a qui sont même kimbanguistes. On suit des récits dans lesquels on n'est pas acteur. C'est puissant, c'est des récits puissants, mais on est comme toujours mis de côté. On suit des choses parmi lesquelles on n'est pas acteur. Et le rapport avec les basketteurs noirs, c'est qu'en fait, à partir des années 80 et l'avènement du sport, la mondialisation du basket et surtout des athlètes noirs, c'est que il y a eu des récits qui se sont créés devant toute une communauté afro-américaine, devant leurs yeux, de gens qui les représentent et par lesquels ils se voient. Ça s'est fait devant eux et ça a été comme la création de nouveaux récits. En fait, ça se ressent sur plusieurs choses. Par exemple, il y a quelque chose qui est triste mais qui est assez commun, j'ai l'impression, à la population noire mondiale, c'est cette question d'absence paternelle. Et en fait, ces sportifs-là, en fait, on s'en rend compte après, a posteriori, qu'en fait, c'était des réelles figures paternelles, en fait, pour plein de jeunes, en fait. Et des exemples, au-delà du sportif, quand le sportif est tellement fort, un dieu grec, on lui donne un surnom et il devient plus qu'un sportif. Par exemple, Dennis Rodman, il devient Rodzilla. Il devient The Worm. Il dépasse Dennis Rodman. Il devient The Worm, tu vois. Il dépasse juste le simple basketteur. Il devient plus qu'un basketteur. Donc ça a été une de tes inspirations fortes dans la représentation de la masculinité. Ouais. Et surtout, au-delà de ça, j'ai toujours ce rapport d'enfant à mon travail. Mon travail, c'est surtout des hommes noirs parce que je me vois, en fait. Tu t'identifies? Ouais, tout simplement. Chaque toile que je fais, pour moi, c'est toujours un fragment d'autoportrait, je dirais. Tu pointais justement l'œuvre que tu as amenée. Est-ce que tu pourrais la décrire? Ouais, cette toile, je l'ai fait 14 février 2025. Mais c'était une toile que j'avais commencé en 2022, que j'ai repris en 2023. Et là que j'ai repris. Elle se nomme I remember how big my dream used to seem to me. Je me souviens à quel point mes rêves me paraissaient énormes pour moi. Et c'est toujours la même chose. On a ce Dennis Rodman en bas, allongé, de manière très sereine, qui imagine des choses et se projette et on a l'impression de cette forme d'espace. On a l'impression, on ne sait pas si l'action prend la majorité de la toile, on ne sait pas si c'est l'instant présent, l'instant passé ou l'instant futur. Mais il y a quelque chose de contemplatif et surtout quelque chose qui ressort dans pas mal de mes toiles. Dans le Dennis Rodman en bas à gauche, rempli de lumière et béni de lumière, il y a toujours ce côté très serein, très apaisé. Et c'est ce que je recherche, c'est vraiment ça. Tu maîtrises le clair-obscur parce que c'est une toile qui est noire mat et pourtant c'est un noir qui est enveloppant. C'est pas un noir qui pourrait être associé plutôt à quelque chose de malveillant ou ténébreux. Et c'est surtout complètement engorgé par la lumière, que tu travailles avec l'aérographe. Et c'est une lumière qui est colorée de jaune, de rouge un peu rosé et qui vient illuminer le collage. Ce procédé-là, qui finalement est devenu ta marque de fabrique, de travailler la peinture, le collage, l'aérographe, à quel moment c'est devenu un aspect fondamental de ton travail? En fait, au début, j'ai commencé les collages justement avec mon mémoire de fin d'études qui au final est devenu un magazine qui s'appelle Highlight Illustrated. Renaud Auguste Dormeuil, qui est un artiste mais qui était aussi mon tuteur de mémoire, m'a dit il faudrait que tu réfléchisses au fond. Et en fait, j'ai eu ce truc-là où moi j'ai fait mes 5 ans aux Beaux-Arts de Cergy et c'est la 5e année où je me suis inscrit au cours de peinture. Et quand j'ai amené ça, ils m'ont dit oh mais c'est fort, ça me fait penser à de la peinture italienne, ça me fait penser à Pontormo. Et ils m'ont donné plein de références où j'étais en mode ok, ils m'ont dit il faut que tu ailles au Louvre. Et je me suis dit ok, je suis jamais allé au Louvre. Parce que moi j'étais en mode je vais au musée moderne qui me paraît simple, accessible pour moi. Donc Centre Pompidou j'ai fait à gogo, Palais de Tokyo j'ai fait à gogo. J'ai fait une chose qu'il faut jamais faire. Quand vous allez au Louvre, faut pas vous dire que vous allez tout faire. C'est impossible. Déjà quand on est dans le château, on se dit comment le roi de France il a pu vivre là-bas, c'est énorme. Faut juste choisir un étage et faire la salle. Ça m'a rassuré aussi d'un truc, ce passage-là au Louvre. Parce que comme moi, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, j'avais pas fait de prépa, je suis rentré directement après le lycée. En fait, il y a eu un moment pivot et charnière pour moi qui m'a fait comprendre que je peux oser la peinture et
faut que je pousse et que je me renseigne au maximum. En gros, je traînais vers les salles Richelieu au 2e étage. Et là, je me retrouve devant cette toile immense qui s'intitule « La résurrection de Lazare ». Quand j'ai vu cette toile, j'ai tout compris. Parce qu'en fait, j'ai eu une éducation religieuse que j'ai fait un peu plus tard dans ma vie. Genre, dans ma vingtaine, j'ai fait du catéchisme et tout. Et je me suis dit, là, vous pouvez pas me la faire. Genre, je sais pourquoi il y a ça. Tel détail, je sais pourquoi il y a ça. Les émotions, je sais pourquoi c'est puissant. Ouah, cette lumière-là, mais en fait, cette personne-là, mais l'émotion de cette personne-là sur la toile. Et en fait, tout s'est imbriqué. Et je me suis dit, mais attends, jusqu'à il y a 100 ans, allez, 200 ans, le principal sujet dans l'art contemporain, c'était le rapport de l'homme à Dieu et l'univers. Go diguer l'iconographie religieuse, en fait. Et je vais comprendre. Et surtout qu'en Europe, c'est là où il y a eu le plus d'argent pendant des années, en fait. C'est là où les gens, ils ont le plus élaboré des techniques, créé des techniques. Là où je me suis retrouvé à Caravage et aussi sous l'influence de Paul Taburet, pote qui m'a toujours dit franchement tu devrais essayer l'aérographe, n'hésite pas, essaye. Et en fait à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir ce rapport-là à la lumière. En fait la lumière est toujours avec ce rapport au divin en fait. C'est-à-dire que la présence de la lumière, c'est une présence quasi divine. Et cette matérialisation-là de Dieu, mais aussi de l'infini et du sacré. Et c'est là après que j'ai commencé à faire ce travail-là autour de la lumière, à comprendre plein de choses, le travail de sous-couche, de peinture. Depuis 3 ans, je me dis il faut que je sois un bon peintre. Il faut que je sois un bon peintre, il faut que j'ai des bonnes compositions, il faut que j'ai des bons mélanges de couleurs, il faut que je pousse en termes de technique. En plus de ça, je suis entouré d'amis peintres fantastiques qui sont des peintres hors pair, comme Ibrahim Meïté ou Paul Taburet, qui sont des gens en fait qui me poussent toujours à chercher, ce qui fait que j'ai toujours envie de pousser. Qu'est-ce qui fait une bonne toile? La composition. La composition parce que de base, je suis quelqu'un de la photo et quand je pense une toile, je pense toujours une composition photo. Ça veut dire par exemple celle-ci, elle est assez déséquilibrée volontairement, mais j'ai réussi à la rééquilibrer par le bas. Comme quand je faisais de la photo, je me suis beaucoup renseigné. La composition, c'est le plus important dans une toile. Tu te définis comme passionné, extrémiste et puriste, en disant qu'il y avait la nécessité de se documenter sur une pratique et d'avoir un rapport presque obsessionnel avec tout ce qui gravite autour du langage et de la pratique, de travaux artistiques. Mais ça peut se référer aussi dans ton travail dans la musique. Tu es hype man pour des interprètes, des performeurs, des rappeurs, des musiciens. Et tu as ce rapport à la musique comme une obsession extrémiste, puriste. Ouais, je suis extrémiste, puriste. Déjà, la musique, c'est super important dans mon processus créatif. Moi, quand j'arrive à l'atelier, la première chose que je fais, j'allume mon enceinte, je mets de la musique pour me mettre dans un mood et pour travailler. Il y a même des projets sur lesquels je fais des toiles. Par exemple, La vie en violet d'Ateyaba, son rapport parlait de la lumière et du sacré et plutôt du spirituel, fait que je travaille beaucoup sur ces musiques. Extrémiste parce que je suis quelqu'un qui aime les choses extrêmes. Quand tu es dans quelque chose, tu dois avoir les 2 pieds dedans, tu vas plus savoir où marcher et tu dois aller jusqu'au bout et être puriste, c'est-à-dire que j'ai un truc que j'ai compris, comme je l'ai expliqué plus tôt avec l'histoire de l'art, avec l'iconographie religieuse, c'est qu'en fait, quand tu pars à la base, tu comprends toujours ce qui arrive après. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut être passionné, extrémiste et puriste, parce que c'est quand tu sais comment faire de l'eau gazeuse, que tu connais l'histoire de l'eau gazeuse, pour moi, que tu peux te mettre à vendre de l'eau gazeuse. Sinon, tu vas vendre de l'eau gazeuse, après les gens ils vont te parler de pH neutre, tout ça, tu vas être perdu. Ça veut dire que tu vas pas savoir vendre de l'eau gazeuse. C'est-à-dire pour moi, si je veux vendre de l'eau gazeuse... Vends-la bien, fais-la bien déjà. Fais-la bien, tu vois, tu crées ta soda stream, t'appuies, tu mets ton gaz, tout ça. Limite, tu souffles dans la bouteille, mais il faut s'y connaître. C'est pour ça que pour moi, c'est super important d'être dedans et d'essayer de comprendre. C'est quoi pour toi avoir du goût? En vrai, avoir du goût, la plupart des gens pensent que c'est aimer ce que toi t'aimes. Moi, je dirais avoir du goût, c'est aimer des choses différentes et savoir ce tout petit truc qui dit, tu vois, lui, par exemple, il est trop fort parce que, par exemple, un des artistes, il y a pas longtemps que j'ai redécouvert,
c'est Marvin Gaye sur son album What's Going On. Le gars est trop fort. Sur les harmonies de voix ou d'instruments. Et en fait, tu te rends compte que quelqu'un qui a du goût, tu le ressens dans sa pratique parce que toujours sur la même chose, en repartant à la base, en essayant de comprendre la base, d'où les choses s'impulsent. Et d'où être puriste. Quelqu'un qui aurait alors de la connaissance et en même temps de la mesure. Voilà, exact, t'as tout dit. Je voulais revenir sur l'aspect spirituel de ta peinture, parce que tu as dit tout à l'heure que tu avais une façon de construire la toile qui se rapprochait à une façon de construire dans l'histoire de l'art les icônes religieuses. Donc tu choisis de refaire une recontextualisation des sujets que tu peins, que tu colles. Non mais excuse-moi de te couper, souvent même, je reprends des compositions même. Tu pars de la composition d'une toile de l'histoire de l'art de référence et ensuite tu... J'ai déjà repris celle de Saint-Jérôme en extase, qui est au Louvre. Mais le choix de mettre un sportif qui n'est pas un dieu, donc qui est imparfait, qui n'est pas non plus figé parce qu'il n'est pas à l'abri d'un scandale ou d'un pas de côté, en lien aussi avec les références musicales que tu as citées, des artistes qui sont des rappeurs et qui peuvent avoir des propos problématiques. Dans quelle mesure tu arrives à jauger ton influence, la mettre sur un piédestal qui peut avoir une responsabilité, surtout quand on est un artiste et qu'on a de l'exposition et une parole à porter? Moi, je cherche pas à faire de l'iconographie religieuse. Je cherche pas à en faire pour l'instant, mais genre je suis convaincu qu'à un moment donné, je vais en faire. J'ai ce truc-là où je sais qu'un jour, c'est quelque chose auquel je vais m'atteler. Moi, je suis convaincu que par les actions qu'on peut faire, en fait, tous, on est un peu Dieu, enfin, on représente un peu Dieu. C'est pas pour autant que je souhaite hisser les gens au rang de Dieu, mais c'est que, pour moi, les montrer certains sportifs, pour moi, c'est des gens qui ont été bénis de Dieu, en fait. D'où ce rapport-là et la lumière qui vient toujours pour montrer que, en fait, voilà, t'as été choisi. C'est une bénédiction, t'as été recouvert de lumière. Et souvent, par exemple, par rapport à la lumière, il y a ce rapport avec la transfiguration de Jésus. Un moment où il était sur un mont, j'ai oublié quelle montagne dans la Bible, et en fait, il a été rempli d'un astre de lumière. Et en fait, j'ai ce truc-là où, avec ces paroles de rap qui parfois peuvent résonner avec moi, déjà, je cherche pas du tout à faire de l'association. C'est pour ça que je pense que quand je n'en parle pas, les gens voient pas, à moins qu'ils aient une grande connaissance d'histoire de l'art, c'est pas quelque chose qui ressort. Par exemple, je vais pas faire une énorme croix sur un tableau ou écrire le Christ vivant, tu vois. C'est plus un rapport différent. Mais parce que aussi, moi, mon rapport à la religion, moi, je suis chrétien catholique, mais moi, par exemple, Dieu, je le vois pas qu'à l'église, tu vois. Moi, je considère que Dieu, je peux le voir à tous les coins de rue, à tout moment. Il te fait face de manière continue et il peut te frapper à tout moment, tu vois. Pour moi, c'est aussi une interprétation de son action, tu vois. Que ce soit dans la vidéo, dans la photo, dans la peinture, il y a toujours des thématiques qui reviennent. L'expression des émotions. C'est-à-dire que là, tu viens de nous décrire tes inspirations, ta pratique et ton esthétique. Et elles sont puisées dans ton identité et tes questionnements qui sont symbolisés au-delà de ton rapport à l'image, mais aussi profondément dans tes émotions. Comment ton rapport à l'art dans la pratique t'a permis d'extérioriser certaines choses ou de faire un travail intérieur? Pour revenir encore sur mon père m'a toujours dit que pas devenir comme tous les Congolais, là, prier, mais jamais réfléchir sur sa vie. Dieu, c'est pas un cache-misère, en fait, faut quand même réfléchir sur sa vie. Ça veut dire que moi, j'ai toujours voulu réfléchir sur ma vie et comprendre le pourquoi du comment. Tôt aussi, je me suis retrouvé seul. Quand il y a eu le décès de mon grand frère, je suis quelqu'un qui analyse énormément les choses et qui réfléchit beaucoup parce que quand je suis tout seul, en fait, ça mouline et je réfléchis. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça m'a pas fait souffrir d'être comme ça parce qu'au final, j'arrive à trouver mon why, tu vois, mon pourquoi. Et je trouve que c'est super important, justement. J'ai pu faire ça, mais toujours de la même manière. Moi, je suis quelqu'un que... Tu vois, quand j'aborde les émotions, j'ai des toiles où j'aborde l'émotion, par exemple, avec un bac de Michael Jordan ou plein d'autres toiles. Et ben, je le fais toujours de manière très pudique. Parce qu'à la base, je suis un bantou, quoi. On est pudique. On est des gens, on parle pas beaucoup de nos émotions. On n'a pas beaucoup vu nos parents pleurer. On n'a pas beaucoup
entendu nos parents nous dire que ça n'allait pas. Ça faisait autant mal de pas les voir le dire, mais ça fait comprendre aussi une chose, c'est que quand tu grandis, c'est toujours ça, quand tu grandis et tu dis « Ah ouais, mais en fait, c'était la merde comme ça quand on était petit, ouais, c'était la merde. » Et après, tu te rends compte que c'était la merde, mais les darons, ils sont restés la tête fière, ils ont avancé, ils ont réglé les problèmes, et genre tout va bien, ils n'en s'en pas rendu compte. C'est là que, en fait, le truc le plus important de ma vie vient, c'est la résilience. C'est à force de réflexion et d'aborder mes émotions que tout ça vient. Et toujours se retrouver moi et moi-même. Dans ta démarche artistique, il y a cette idée de transmission. Tu parlais de ta toile I'm Back de Michael Jordan. C'est une toile que tu as eu l'occasion d'exposer à l'Union de la Jeunesse Internationale pour l'exposition Diaspora Renaissance curatée par Youssouf Fofana et Izzy Otabor. C'était une exposition collective où il était question de rendre hommage aux icônes affiliées au sport, à la représentation surtout la notion de famille aussi. Ouais. La notion de famille afro-diasporique. Alors dans le groupe show, un peu moins. Ça, c'était plus certains artistes, mais toi, pour la famille précisément, tu as animé un atelier, tu as donné les clés de ton processus créatif en animant un atelier de collage. Pour revenir rapidement, je suis désolé. Non, vas-y. Que ça a été le moment où j'ai pu voir trop d'artistes que je kiffe, trop de travaux en fait, que j'ai pu voir et j'étais en mode ok, cet artiste-là, en fait, j'aurais dû aller aux États-Unis pour voir sa toile. Et j'ai pu le voir et j'ai fait ce workshop-là où j'étais en transmission et ouais, travailler autour de l'icône. Ma famille, ce chef-d'œuvre, il s'appelait comme ça le workshop. Et où on travaillait sur bois. Parce qu'encore une fois, je voulais en fait que les gens ils comprennent l'histoire de l'art, le rapport avec le bois, avec le sacré. En fait, le bois, c'était le support principal. C'est le support sur lequel on faisait de l'or pour faire de l'iconographie religieuse. Parce que c'est déjà, ça ressort bien. On a un matériau qui coûtait cher, mais qui ressortait bien en fait. C'était sur ça que ça se faisait. Et je voulais que les gens réalisent que, en fait, l'une des plus belles choses qu'on a autour de soi, c'est sa famille. Tu as mentionné tout à l'heure que tu avais collaboré avec Jordan et Nike. Ouais. Qu'est-ce que ça change d'être sponsorisé par des marques quand on est un artiste contemporain? Je pense que dans mon cas, je suis pas quelqu'un qui cherchait ça. Moi, j'essaie surtout de trouver du sens dans ma démarche artistique, dans mon travail, que ça m'apporte. Mais surtout, la réalité, c'est que c'est une sorte de mécénat et un échange. Et moi, ils sont contents, je suis content. Parce que j'ai toujours cette réalité, c'est que moi, j'ai un but. Comme un ami artiste, il me disait, moi, j'essaie de faire ma musique et de vivre avec, sans non plus que ce soit immoral, ce que je fais. Mais c'est ça aussi mon objectif. Et ils m'ont permis, Jordan et Nike m'ont permis d'avoir des expériences professionnelles folles. Genre que aucune institution française auquel j'ai essayé, des appels à projets, n'a pu me donner. J'ai pu rencontrer des gens, faire des expos avec des artistes internationaux. Et ça, franchement, j'en serais de manière continue et reconnaissant. Est-ce que tu te projettes en termes de marché dans tes futures années à venir? Oui, j'ai ma vision. C'est pas la France. Ça fait longtemps que j'ai capté que en France, on a un rapport au sport, à l'histoire du sport et ce que ça représente pour les gens, qui est super dénigré. Parce que le sport, c'est un truc de prolétaire. C'est un truc de prolétaire et de noirs et d'arabes. Ça peut pas être sophistiqué, ça peut pas être beau. Pourtant, le foot est l'un des sports les plus consommés par les Français. Ouais, mais je vois très bien, je vois où est mon marché. Je sais que ce sera pas forcément la France. Je sais que ce sera les États-Unis ou peut-être même l'Asie. Mais je sais que je pense que j'ai pas encore grand-chose à gratter ici. Il n'y a pas ce rapport-là à l'imagerie sportive et à la puissance qu'elle est. Pourtant, c'est quelque chose qui est né aussi. Après, peut-être qu'aussi pour l'Europe, c'est violent parce que l'imagerie sportive dans l'Occident, c'est associé à l'imagerie fasciste. Là où aux États-Unis, il y a ce rapport-là aussi au corps noir. En fait, je parle d'un corps qui n'est pas représenté forcément en France. Je parle d'Harry Roselmack. Harry Roselmack, il est parti. Il n'y a personne qui l'a remplacé, quoi. Je n'ai personne qui l'a remplacé. Je sais qu'il faut que je sorte des murs. Il faut que je sorte de Shinganshina, il faut que je sorte et que j'aille
visiter, voyager le monde. Mais tu penses pas qu'en France, on a besoin, et même pour des jeunes issus de banlieue qui, comme toi, ont besoin d'exutoires dans la représentation, on a besoin d'autres références, d'autres iconographies qui soient pas nécessairement américaines ou liées au sport? Après, c'est dur pour quand t'es une personne racisée parce que les États-Unis, ils ont poussé le soft power à ce niveau-là, tu vois. C'est-à-dire que, de base, ces récits-là, c'était les récits d'une Amérique afro-américaine. C'est devenu les récits des Noirs, en fait, tu vois. C'est ça qui est super puissant avec le soft power américain. Mais j'ai l'impression que les gens sont toujours obligés de partir de France pour après se faire respecter. Je pense que le meilleur exemple, c'est Mohamed Bouroussia. Mohamed Bouroussia, il fait des trucs à l'international, il fait des trucs de ouf. Et c'est que là, qu'il fait des trucs au Palais de Tokyo. Une fois qu'il a été validé par l'international, il a été validé par l'international. Après, j'ai l'impression que c'est le complexe français, genre. Si les gens à l'international, ils sont pas en mode en sang sur toi, en mode il fait des trucs de ouf, les gens vont pas te valider. Un des questionnements qui t'animait dans la construction de tes prochaines œuvres, d'éventuellement changer de sujet ou de faire évoluer ta pratique. Ouais. À quel niveau? De plus en plus, c'est quelque chose où j'ai une intense réflexion dessus. Et de faire du visible avec l'invisible de plus en plus. Et de réussir à étayer mes récits en étant un peu moins figuratif. C'est mon objectif. Faire de l'abstraction. Pas de l'abstraction non plus, mais parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand je fais tout ça, quand j'enlève les collages, il y a quand même ces présences-là, il y a quand même ces corps-là qui ressortent, tu vois. Et c'est quand même quelque chose de fort être présent. Et de manière, je tends toujours à évoluer. Je me vois pas faire les mêmes trucs artistiquement sans fin. Tu corresponds parfaitement bien à la définition de l'artiste pluridisciplinaire parce que tu as un côté touche à tout. Que ce soit dans la peinture, dans le collage, dans la photographie, dans la vidéo et dans la musique. Parce que t'es hype man, mais t'es aussi toi-même à l'origine d'un projet que t'es en train de développer, une mixtape. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, rapidement, en fait, je me suis rendu compte d'un truc de fou, c'est que, en fait, la curation, dans le rap, ça existe depuis des années, ça s'appelle une mixtape, et ça existe dans la trap music depuis 20 ans, ça s'appelle genre juste soit un ISO ou DJ de Real, ou soit un DJ qui host une mixtape et qui ramène des projets, des artistes et des beatmakers pour les faire travailler ensemble. Et c'est ça qui me plaît aussi. Et parce qu'au final aussi, c'est comme une joyeuse camaraderie autour de la musique. Et c'est aussi ce que fait la musique dans ma vie de manière générale, c'est une bouffée d'air frais de ouf. Une bouffée d'air frais dans ce truc où, souvent en tant que personne noire, franchement, le monde de l'art en France, t'es pas trop chez toi. Hein. Bon, franchement, je veux dire un truc, hein. Vous allez me voir, hein, parce que tu connais, c'est le boulot. Moi, j'aime pas les vernissages. À part si t'es mon gars, t'es ma gossure, je vais venir. Moi, j'ai pas que ça à faire, moi j'ai envie de jouer à Tekken. Moi. Franchement, j'ai envie de jouer à Tekken, j'ai envie de faire des trucs. Pourtant, je t'ai vu à beaucoup de vernissages. Ouais, parce que en fait, il y a ce truc-là où, comme je disais, mon pote il m'a dit, tu sais, c'est le travail aussi. Faut pas être un extrémiste, faut s'ouvrir aussi. Mais, la plupart du temps, je vais au vernissage, et c'est ça qui est traite, c'est au final, tu te dis, j'ai pas perdu mon temps. J'ai croisé telle personne que je pouvais pas voir, j'ai vu telle personne que je pouvais pas voir, et c'est là qu'il y a quelque chose d'important que tu te rends compte que les gens disent pas, être artiste, c'est un travail. Là, je dois faire mes impôts d'entreprise, là, je dois déclarer l'URSSAF. C'est un travail. Franchement, c'est un travail. Faut faire des contacts, faut parler aux gens. Les jobs passion là, c'est traite. Moi, j'arrive encore à esquiver le burn-out. Parce que j'ai la chance, j'ai des moments où j'ai des petites coupures, je fais des jobs alimentaires, mais on ne parle pas, mais c'est dur. Il y a des downs ils sont down. Ils font mal, tu vois. Il y a des moments où tu te retrouves, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? D'autant plus, t'es une personne noire et tu te dis, wesh, donc moi je suis là, je fais ça. Mes darons, quand je leur ai dit je fais ça, ils sont pas contents, ils sont en mode qu'est-ce qui va s'embarquer dans un truc ou va se foutre dans la merde. Tu fais le truc, tu réussis, et t'es triste, mais tu réussis, c'est ça le pire. Il y a des gens qui réussissent mais ils sont tristes, les pauvres. Mais genre c'est normal, vous avez le droit d'être triste.
Et franchement, un truc qu'on parle pas assez dans le monde de l'art, c'est genre, faudrait que tout le monde prenne du temps à parler avec soi-même ou à parler avec un spécialiste de la santé mentale. Super important. Super important. Moi, c'est aussi ça que j'ai oublié de dire dans mon rapport à l'émotion, c'est que pendant 1 an, j'ai eu un psychologue pour le décès de mon grand frère. Psychologue de la mairie d'où je vivais, qui m'a aidé, qui m'a donné les clés à me lire et à lire mes émotions. Avant, j'étais quelqu'un qui savait pas se lire soi-même. Et tu peux pas lire le monde si tu sais pas te lire toi-même. J'essaie de transmettre au maximum parce que il y a cette phrase de Virgil Abloh qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais petit, qui dit « Je fais ça pour le moi de quand j'avais 17 ans ». Et c'est pour ça. Et je pense que c'est important d'expliquer aux gens son parcours, tout ce qui nous nourrit, pour que eux aussi, après, ils puissent créer leur propre chemin. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se mit à briller.